Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 février 2026 et à 56 jours de l'élection présidentielle, le Bénin est bien sûr dans la phase de son calendrier républicain. Cependant, l'actualité nous offre un concentré d'analyses sur lesquelles nous allons tabler ce dimanche avec nos invités. D'abord, l'entrée en scène des candidats après la validation du bulletin unique pour la présidentielle d'avril 2026. Et ensuite, le parti Les Démocrates qui garde un mutisme. Malgré leur échec, on n'a pas eu de leurs nouvelles depuis lors. Alors, que faut-il en comprendre concrètement? Et enfin, l'influence du quasi-duopole UPR-BR à Port-Nouveau pour la gouvernance municipale. Des sujets à débattre avec nos éditorialistes, trois invités, comme c'est de coutume sur ce plateau. Modeste Dossou, directeur de l'information de médias en ligne B24 News. Il est avec nous ce dimanche. Bonjour. Bonjour Maëlle, bonjour aux téléspectateurs, bonjour chers confrères. En face de vous, Macial Satignon, journaliste à Radio Univers. Bonjour. Bonjour Maëlle, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être à nouveau parmi vous. Et bien sûr, Florent Rossinon, qui est également avec nous du quotidien La Croix du Bénin. Bonjour. Bonjour Maëlle et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de télé. Mesdames et messieurs, je l'annonçais, c'est une étape technique. La Sénat a présenté cette semaine le spécimen du bulletin unique, un document épuré qui ne comporte que deux duos de candidats, le ticket de la majorité, Wadani Talata, et celui de l'opposition, Ronkber Rouanou. Alors, Macial Satignon, comment appréciez-vous ce timing à l'heure actuelle des choses? Alors, c'est le... Pardon, je dirais, parce que nous sommes à moins de 2 mois des élections, de l'élection présidentielle pour être plus précis. Ça voudrait dire que le compte à rebours a commencé et les candidats sont déjà fixés sur la position qu'ils occupent sur le spécimen, sur le bulletin, et tous connaissent déjà les couleurs sous lesquelles ils vont concourir, les couleurs qui seront présentées le jour de l'élection aux électeurs qui seront dans les urnes. Donc, ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est de commencer par se préparer, même si la phase de la campagne n'est pas encore ouverte. Nous sommes dans la période pré-électorale, même si dans le code électoral, c'est interdit de faire campagne dans cette période. Malgré ça, les gens le font, beaucoup de candidats le font, et beaucoup de fiefs de candidats se préparent déjà afin de commencer par aller à l'assaut des électeurs, afin de commencer par marchander les électeurs. Donc je pense que tout est fait prêt pour que la date du 12 avril, c'est ça, le 12 avril, qu'on aille aux élections et puis qu'on choisisse le prochain président de la République pour les 7 prochaines années. Les candidats sont connus, le bulletin il est désormais connu, le terrain est balisé, quitte aux candidats maintenant d'aller s'échauffer pour que le jour J, ce dimanche-là, on puisse assister à un combat propre, et qu'on n'assiste pas à un combat déséquilibré entre David et Goliath, puisque c'est ça qui se profile à l'horizon au vu de ce qu'on a observé il y a 5 ans et au vu de ce que nous sommes en train d'observer après les dernières élections, puisque le candidat qui est en face du candidat de la mouvance, il a fait piètre figure. Et ce qu'il a fait cette fois-ci, c'est de mettre en branle tout ce qu'il a dans les tripes, c'est de faire en sorte que au soir du 12 avril,
qu'on ne dise pas qu'il était là juste comme un complément d'effectif, qu'il était là juste pour faire de la figuration. Et il a donné de la voix la dernière fois pour dénoncer un certain nombre de choses, pour dénoncer la manière dont les choses ont été organisées, et c'est sûrement parce qu'il a senti on ne va pas faire fixation sur l'opposition. Non, pas forcément sur l'opposition, mais vous savez... Mais sur la manière dont... Sur le timing, en fait, le bulletin unique en lui-même. Oui, le timing, c'est... Je disais tout à l'heure que le timing est parfait. C'est le moment pendant lequel il faut le faire pour que les candidats puissent désormais avoir le temps de multiplier les bulletins à leur niveau pour qu'ils mettent à la disposition de leurs fiefs, de leurs militants, le spécimen afin qu'ils aillent toucher, quand la campagne proprement dite va commencer, qu'ils aillent toucher leurs militants pour leur présenter, le spécimen. Donc le timing, là, nous sommes à 56 jours, vous l'avez dit, donc on a tout le temps pour multiplier le spécimen afin que les uns et les autres puissent entrer en possession de ce papier-là. Merci à vous. Oui. Modeste Dossou, oui, c'est le moment de multiplier le spécimen en vue de faire connaître la chose aux électeurs qui sont les principaux concernés dans cette affaire. La Sénat est encore, pour une seconde fois, dans les temps. Oui. Et parce qu'on se souvient des élections couplées, elle est restée dans les temps, en tout cas en termes de préparation, en termes de en termes de période préélectorale. Elle est encore pour une fois dans les temps, elle respecte le timing et tout, le bulletin unique est sorti, c'est le moment pour les partis politiques ou les différents candidats et leurs soutiens d'aller présenter ce bulletin à leurs électeurs, à leurs mandants éventuels. Et voilà, le bulletin unique, c'est le moment aussi pour la Sénat de sensibiliser les électeurs par rapport à ce qu'il y a à faire. Je pense que pour le moment, la Sénat est dans les temps. Elle respecte les délais impartis jusque-là et on espère que cette fois, elle restera super professionnelle jusqu'aux élections et après les élections. Donc, par rapport au timing, moi, je n'ai rien à dire. Je pense que c'est tout à fait normal et c'est la période normale pour le faire. Florent Russino, au fond, la validation du bulletin unique change-t-elle concrètement quelque chose pour les candidats, également pour les électeurs? Bon, on ne parlerait pas en termes de changement, puisque c'est un chronogramme. La suite normale des choses. Oui, et c'est un chronogramme qui a été, disons, établi par la Commission électorale nationale autonome, qui, j'avoue, fait preuve de solidité. Parce qu'elle a été sérieusement secouée par les élections couplées communales et législatives. Et nous voyons que de plus en plus, la Sénat travaille à montrer qu'elle est une institution républicaine qui peut assumer des missions républicaines, qu'elles soient sensibles ou prioritaires. Et on constate, moi je constate que de plus en plus, elle travaille à montrer qu'elle est capable. Les hommes qui sont à la tête ou qui animent cette institution travaillent à montrer qu'ils sont responsables, qu'ils sont capables de pouvoir organiser des élections pour, disons, rehausser l'image du pays. Et c'est en cela qu'il faut saluer le fait d'avoir organisé cette séance-là, cette rencontre, pour dévoiler le spécimen, pour recueillir, disons, les plaintes ou les apports, les contributions des différents candidats ou de leurs représentants qui sont engagés dans cette élection. Donc, je pense que ça n'apporte pas tellement de changement, mais ça rentre dans l'ordre des choses. Et ça montre que la Sénat veut présenter un visage sérieux pour les élections du 12 avril 2026. Mathieu Setignon, de votre point de vue, le débat autour du bulletin a-t-il suffisamment mobilisé les acteurs politiques? Alors, les candidats, les concernés directs ont quand même fait des observations que la Sénat leur a expliqué que ce n'est plus possible de réellement faire quoi que ce soit. Il y en a qui
on parlait du positionnement. Il y en a qui ont voulu qu'on agrandisse un peu leur logo, il y en a qui ont voulu qu'on ajuste un peu la position qu'ils occupent, qu'on essaie d'aller soit vers la gauche ou la droite, qu'on essaie de revoir le positionnement et la Sénat essaie de leur expliquer qu'il n'y a plus grand-chose à faire, même si elle ne leur expliquait pas à la fin qu'elle va prendre en compte leurs préoccupations. Je pense quand même qu'il n'y a pas eu grand-chose à dire. Les partis, les concernés n'ont pas fait d'observations qui puissent remettre en cause le travail que la Sénat a fait jusque-là. Ils ont entériné et ils ont accepté déjà que les choses puissent continuer malgré le peu de remarques qui a été observé par les candidats. Donc je pense que la Sénat a fait ce qu'elle peut faire, elle a fait ce qu'elle a fait, et on a parlé tout à l'heure du timing, et les candidats aussi doivent savoir que désormais la balle est dans leur camp. La Sénat va faire le travail qui lui revient. C'est à eux maintenant de faire le leur et de montrer à la population qu'ils sont prêts, qu'ils sont là et qu'ils veulent que la fête ait lieu. Donc les observations qu'il y a eu, ça n'a pas amené la Sénat à voir rien. Ça ne va pas amener, la Sénat à modifier et quoi que ce soit. La Sénat va continuer, je pense, pas à montrer ce qu'elle a proposé comme spécimen, et chaque candidat est déjà fixé sur ce qu'il aura à multiplier, ce qu'il aura à amener dans son fief. Donc pour l'instant, je dirais que comme observation, c'est à prendre et c'est acceptable, et la Sénat va veiller sur ça afin que dans les prochaines semaines, dans 56 jours, qu'on ait une belle fête. Oui, Modeste Dossou, vous pensez également que le débat était suffisamment fait autour de ce bulletin avant qu'on en arrive à la validation officielle? Oui, le débat a été fait. Encore qu'il n'y avait que deux partis qui étaient concernés. C'est-à-dire, il y avait deux duos de candidats. Donc, c'était assez facile de mener ce débat et tout. Et personne n'a contesté la position. Aucun des deux partis n'a contesté véritablement, aucune des deux partis, désolé, et n'a contesté le positionnement sur le bulletin. Donc, ça va. Je pense que pour le reste, il revient maintenant à la Sénat d'organiser de meilleures élections, post-électorales et pré-électorales et post-électorales. Il ne faut pas que la Sénat commette les mêmes erreurs que lors des élections couplées. Il y a eu beaucoup d'erreurs qu'il faut corriger et beaucoup de dysfonctionnement qu'il faut corriger. Et maintenant que la Sénat est revenue, recommence à organiser une nouvelle élection et commence à faire la procédure de façon méticuleuse, de façon normale, suivant les délais avec la présentation du bulletin unique et dans le temps imparti, dans le temps normal. Je pense qu'elle a peut-être appris de ses erreurs et recommence une procédure qui, à la fin, va réjouir tout le monde, ne va pas être source de polémique et de problèmes de quoi que ce soit, un problème politique, problème de gestion, problème d'organisation. Je pense que cette fois-ci, ça va mieux se faire. Enfin, on l'espère. Quant au format du bulletin en lui-même, de votre point de vue de journaliste, comment l'appréciez-vous? Jusque-là, c'est le format qu'il fallait faire. Il fallait un format assez grand et assez visible et lisible. Et jusque-là, c'est bon, c'est assez grand, c'est assez visible, c'est assez lisible, parce qu'il faut, une chose est de voir et une chose est de savoir lire ce qui est dessus. Et je pense que c'est assez visible, les images, les photos, tout est bien fait pour que chaque partie puisse être contente d'avoir son image et ses candidats sur le bulletin unique. Aussi, bon, écoutez, quand on rentre un peu dans certains aspects techniques en termes de positionnement, on dira peut-être que souvent, il y a certains experts qui estiment que si vous êtes droitier et que vous voyez un document, enfin deux images côte à côte, vous avez tendance à tout de suite aller voir vers l'image qui est de votre côté droit, ainsi que ceux qui sont gauchers iront voir ceux de votre côté gauche. Bon, ça, c'est les experts qui le disent, c'est les scientifiques qui le disent, mais bon,
l'électeur, lui, il sait où il va, il sait celui qu'il veut aller voter, et il connaît, les couleurs ne se ressemblent pas, donc ça va, on va faire avec, quoi. Oui, Flora Ruessino. On s'étonne des, disons, remarques faites par les deux partis. On s'étonne que et le représentant du parti de la mouvance présidentielle, même si les deux partis sont de la mouvance présidentielle, que le représentant du parti... Il y a FCBE qui est un parti d'opposition. Bon, ça c'est le débat, on peut le faire après. C'est pas le débat, officiellement c'est un parti d'opposition inscrit. Oui, comme mais... parti d'opposition, on ne va pas aller de chemin pour le dire. Merci. Mais vous voyez, c'est que si cela avait été fait, si cette rencontre a été faite déjà en amont, on s'étonne que et le représentant des deux partis fasse encore des amendements par rapport à ce qui est présenté. Donc c'est qu'il y a un défaut de communication, un défaut de formation quelque part qu'il faut corriger. Puisque la Sénat dit qu'on ne peut plus rien faire. Le représentant La Sénat est tenue de respecter son calendrier. Oui, tenue de respecter son calendrier, en tenant compte des amendements et des reproches qu'on lui fait pour être professionnel. Vous voyez, le représentant du duo de la majorité présidentielle, celui du duo et Mariam Tchabitalata et Omer Wadayi a demandé à ce qu'on agrandisse un peu son logo sur le spécimen. Vous voyez donc, et la Sénat dit que visiblement rien ne peut être fait. C'est comme si on a réalisé le spécimen et on appelle les représentants des partis pour les mettre devant le fait accompli. Il faut veiller à corriger cela pour que ça ne se répète plus ou que ça ne se répète pas. Parce que cela peut amener à des frustrations, à des contestations après. C'est ce que moi je pense. Je crois que c'est je suppose que c'est le format du logo, par exemple, de FCBE qui est rectangulaire et l'autre est carré. Je pense que c'est les formats qui ont fait qu'on a l'impression, effectivement, bon, ce n'est pas une impression, l'un est plus petit que l'autre, effectivement. Mais en gros, tout est grand, tout est lisible, tout est visible. Bon, après, c'est à la Sénat enfin, c'est la loi qu'on va suivre. Si la loi oblige la Sénat à revoir, elle va revoir. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si selon la loi, la Sénat n'est pas obligée et que, bon, visiblement, tout est au point, je pense qu'elle devrait pouvoir gérer comme ça. Mais notre problème, c'est qu'il faut aussi souhaiter qu'à l'impression, d'accord, que l'imprimerie qui va faire le travail fasse un travail de qualité. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on voit de façon numérique et ce qui est imprimé sur support papier. Et donc, il faut espérer que la Sénat fasse le lobby nécessaire afin que les impressions des spécimens soient vraiment de qualité. Que l'imprimeur ou l'imprimerie retenue fasse un travail professionnel et potable. C'est ça. Alors, Marcel Satignon, oui, vous êtes... il ne devrait pas avoir de débat autour du spécimen, selon vous aussi. Non, pas du tout, puisque ceux qui étaient là n'ont pas... mis en cause la qualité du spécimen, n'ont pas remis en cause ce qu'ils ont vu. C'est juste une question de forme qui a été évoquée par les représentants des partis. Donc je pense que le travail que la Sénat fait est impeccable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a pas péril à la demeure. On n'a pas à polémiquer sur ce truc de spécimen ici. Et déjà, on commence par polémiquer sur le spécimen. Qu'est-ce que sera des résultats ou des chiffres que la Sénat va annoncer? Déjà que le camp de l'opposition n'est pas d'accord de ce qui a été fait par la Sénat ou de tout ce qui a été fait lors des dernières élections. Je l'ai dit, le camp de Paul Rompé est monté au créneau pour dénoncer un certain nombre de choses. Et voilà déjà qu'on va rester là à encore polémiquer sur le bulletin. Mais qu'est-ce qu'on va dire prochainement? Qu'est-ce qu'on va dire à la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on ne va pas dire quand la période de la campagne électorale va commencer? Est-ce que l'autre camp ne va pas dire qu'il est lésé, que l'autre camp utilise en greffe les moyens de l'État pour faire campagne? Donc, du moment où il n'y a pas de questions relevées sur le fond du document, sur la qualité du document, donc je pense quand même que c'est acceptable. Et le représentant d'FCBE qui était là aussi a accepté que
les choses puissent continuer. C'était l'ancien ministre de Boniaï, je pense. Donc, il a accepté que les choses puissent continuer et il n'y a pas eu de grande observation. Donc, on va passer dessus et la prochaine étape, on va s'apprêter pour qu'elle nous vienne. Alors, Modeste Dossou, dans quelle mesure le bulletin officialise maintenant le début effectif de la campagne? Déjà, nous étions déjà dans la période de pré-campagne. Oui. Nous sommes déjà dans la période électorale en ce qui concerne la présidentielle. N'eût été les légers retards qu'il y a eu au niveau des résultats des élections couplées qui a fait en sorte qu'il y ait quelques petites poches de recours et autres qui traînent encore au niveau des tribunaux et tout. Sinon, normalement, on a bouclé après l'installation des députés, les installations des maires, je crois, qui peut-être est encore en cours. Je crois que c'est fini. On est dans une période préélectorale pour la présidentielle et je pense que le lancement de ce spécimen constitue déjà l'annonce de ce qui arrive. C'est-à-dire que la Sénat lance déjà la période de pré-campagne et lance déjà la période de pré-campagne. Et maintenant, il s'agit pour les partis, les différentes parties, et de sensibiliser déjà à leur population, leurs mandants éventuels ou leurs militants en ce qui concerne le bulletin déjà. Voilà le bulletin qui est sorti. Vous savez où est notre logo, où est le logo de l'adversaire, et puis voilà. Et pendant ce temps, les meetings auraient lieu, les meetings de soutien, les rassemblements, ça c'est pas interdit. C'est ça qui constitue la période de pré-campagne. Ce n'est pas encore la campagne, mais bon, je pense que c'est le moment maintenant où les différents candidats commencent à courir par-ci, par-là pour ameuter la troupe, pour mobiliser les gens et les mettre au travail pour que pendant la campagne, chacun puisse sensibiliser et, enfin, ses proches et tout. C'est le moment aussi pour les nouveaux élus de chaque localité de travailler à faire élire leur candidat éventuel, celui qu'ils auraient choisi pour, comme candidat de les élire. Donc, je pense que cet acte de la Sénat lance effectivement la période de pré-campagne et on attend de voir maintenant ce qui va suivre. Ce qu'on demande à la Sénat, c'est que déjà que les délais soient respectés tant en pré qu'en post. Voilà. La Sénat a fait son travail, Florent Ressouino. Maintenant, qu'en est-il des acteurs politiques concrètement? Parce que là, maintenant, nous sommes dans la phase de la sensibilisation. Oui, il revient aux acteurs politiques ou aux responsables des partis qui sont engagés pour la présidentielle du 12 avril prochain de montrer qu'ils sont présents sur le terrain. Parce que là, la Sénat a mis à leur disposition un outil pour sensibiliser, comme l'a dit Modeste, leurs différents militants. Et le souhait, c'est qu'effectivement, sur le terrain, qu'on sente la présence des deux parties, une présence visible qui sensibilise, qui forme, qui éduque. Vous voyez, donc, je pense qu'aucun des deux partis engagés là ne peut venir après nous dire qu'il n'a pas les moyens nécessaires ou qu'on n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires pour battre campagne pour la présidentielle. Là, la Sénat vient de donner le top. C'est vrai que la campagne n'est pas encore ouverte. La campagne sera ouverte le 27 mars. Et donc, déjà, au sein des états-majors, ce document-là, ce spécimen-là que la Sénat met à la disposition des partis, leur permet déjà de former les états-majors, de former les principaux acteurs, et au coaching à faire sur le terrain. C'est ce que moi je pense. Le travail, je ne sais pas s'il a déjà commencé, mais déjà ce spécimen leur donne en griffe le top pour qu'il commence par déjà à toucher, par aller de hameau en hameau, de maison en maison pour essayer de discuter avec leurs militants
pour essayer voilà, de convaincre celles et ceux qui pourraient voter par eux et qui pourraient voter pour eux. On a souvent l'impression et on pense que c'est quand on mobilise les foules dans les stades, dans les grandes salles, eh bien, qu'on montre réellement son pouvoir, qu'on montre réellement qu'on a de la popularité, qu'on montre qu'on a des militants. Non, ce n'est pas ça. On a vu en 2011 des gens mobilisés de la foule dans des stades, mais qui ont fait un petit score. Je ne vais pas citer de nom, il y a beaucoup d'exemples. Donc il faudrait déjà qu'ils ne se fient et pas à ce qu'ils attendent, ce qu'ils entendent, pardon, ça et là, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Non, il faudrait déjà qu'ils commencent par marchander les autres partis politiques qui ne sont pas en liste, qui ne sont pas là pour ces élections. Pourquoi ne pas aller vers les démocrates? Par exemple, je parle de Paul Rompin. Pourquoi ne pas aller vers les démocrates et essayer de voir s'il peut, André, faire cette alliance contre nature pour... Il y a Florent. Rien ne dit que ce n'est pas fait, ce n'est pas déjà en cours, ce n'est pas fait. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait voir. Moi, je voudrais voir réellement un combat, que le combat que ça ne soit pas un combat où au premier round, qu'on ne gagne pas KO. Non, je voudrais... Voilà, ça c'est la chose qui nous le dira. Jusqu'aux 12 rounds, qu'on ait tous les rounds et qu'on essaie voilà, d'assister à une fête. Donc, c'est ce que moi, de toute façon, quand on lit les résultats des communales et des législatives, il faut être vraiment prophète pour prophétiser ce que vous dites là. Donc, vous savez, on peut dire que c'était peut-être un ballon d'essai, c'était pour ce parti de voir réellement, de se mirer, de voir réellement ce qu'il vaut désormais, parce que en 2019-2020, quand les démocrates n'étaient pas en lice, FCBE avait réussi à quand même glaner quelques postes de maire, quelques conseillers. Mais quand les démocrates étaient venus en 2023, FCBE avait fait pied de frigo. Ils n'ont pas réussi à aller autour de la table pour distribuer les sièges. Donc, les démocrates ne sont plus cette fois-ci là. Donc, pourquoi ne pas les rallier pour qu'on essaie de voir quelque chose? De toute façon, on vous aura compris, le bulletin unique est validé. La Sénat travaille dans le sens du calendrier électoral. La phase de sensibilisation a déjà démarré. Cependant, c'est le calme plat du côté de la 13e circonscription et du parti Les Démocrates. Pas de recours, pas de grande mobilisation. Enfin, c'est ce qui est constaté ces dernières semaines. Ce mutisme, après l'échec, interroge. Est-ce un temps de réflexion, une stratégie de repli? Si je peux m'exprimer en ces termes modestes dessous. Bon, le sort ou le problème du Parti des démocrates, c'est à la fois simple et complexe. C'est simple parce que après, si vous êtes un parti d'opposition et vous n'avez aucun siège, aucun poste électif et tout, c'est dommage, mais ça risque de voir un parti qui s'effrite s'il n'est pas solidement ancré. Et quand on a vu, avant les élections, pendant les choix des candidats, pendant les préparatifs des dernières élections, le problème interne du parti même qui a pratiquement implosé et il n'y avait plus vraiment une substance réelle au niveau de ce parti. Le chef charismatique du parti, le président du parti est en pleine retraite sanitaire actuellement et c'est un peu compliqué pour le parti de résister. N'eût été les quelques sorties du porte-parole, du secrétaire à la communication du parti, et on aurait dit que ce parti était déjà mort. Après, maintenant qu'il y a eu élection, et les démocrates n'ont eu aucun siège, ni au niveau des municipales, au niveau des législatives, ils ne sont pas restés dans un mutisme, en tout cas. Quand on considère que
secrétaire à la communication du parti représente le parti, ça veut dire que le parti n'est pas resté dans un mutisme, parce que très récemment, le dimanche ou le samedi, le dimanche, le secrétaire à la communication du parti, Kimi Tokwe, a félicité les nouveaux députés, mais a souhaité que ces députés relèvent le défi, fassent une bonne gouvernance, même s'il a évoqué quelques points d'achoppement, il a évoqué quelques critiques et tout. Il n'est pas resté dans la logique éternelle du Parti Les Démocrates de dénoncer, de dire non, mais il a félicité les nouveaux députés. Donc, ils ne sont pas restés dans un mutisme. Est-ce qu'on peut y voir une remise en question du Parti Les Démocrates? Oui, forcément, le Parti Les Démocrates doit se remettre en question elle-même. Oui. Parce qu'en l'état, le parti n'est plus un parti réel, solide. Il n'existe que sur papier. En l'état, actuellement, là où nous sommes, il n'y a plus de parti Les Démocrates sur le terrain. Il n'existe que sur le papier. Il faut maintenant une refondation, comme c'est l'expression que le chef du parti aime le plus. Il faut une refondation de ce parti pour que réellement on désigne un nouveau dirigeant, ou si on va reconduire l'ancien, mais qu'on remette une nouvelle administration en place qui coordonne la reconstruction, la renaissance et la refondation de ce parti pour que désormais, même pendant les 7 ans à venir, elle puisse se préparer à de nouvelles élections, à revenir sur la scène nationale politique, sur la scène politique nationale avec des élus, avec beaucoup d'élus bien sûr, et avec son mot à dire dans la gestion du pays. Mais il faut en amont une refondation, sinon je pense qu'en l'état, le parti n'existe plus sur le terrain, n'existe que sur le papier. Merci à vous, Florent Russino. Comment vous expliquez ce silence radio du côté du Parti Les Démocrates malgré quelques timides sorties? Comme l'a dit Modeste, c'est un silence complexe, simple et complexe. Du moment où la dernière sortie du président même du parti remonte, je crois, à décembre, quand le président Boni Yayi, l'ancien président Boni Yayi, partait pour sa retraite sanitaire. Et vous voyez, un parti est porté par un leader. Et lorsque le leader bat retraite, c'est que les autres, on a l'impression que l'âme du parti, que l'esprit du parti n'est plus. C'est que cet esprit-là, c'est cet étiolé. Et c'est ce qu'on constate par rapport au Parti Les Démocrates. Mais cela n'est pas intrinsèquement, disons, un phénomène du Parti Les Démocrates. En réalité, c'est le mal politique béninois. Le mal politique béninois est que l'opposition a souvent cette tendance-là à disparaître lorsqu'elle perd un combat. C'est que l'opposition ne s'inscrit pas dans une atmosphère de lutte pérenne et permanente. C'est que la lutte, elle est circonscrite à un challenge. Et lorsqu'on n'arrive pas à aller au-delà de ce challenge-là, c'est fini, on commence par baisser la garde. Et vous voyez, ce qui m'effraie même par rapport à ce silence, qui est un silence qui peut être interprété de diverses manières, ce sont les appels qui viennent de la mouvance présidentielle pour demander à certains membres du Parti Les Démocrates de rejoindre la majorité présidentielle. Voilà, c'est cela même qui fait que ce mutisme, ce silence est un silence coupable qui peut être un silence complice. Si les rumeurs qui circulent, les rumeurs qui nous parviennent s'avéraient. Donc, il faut en réalité remettre en cause le système partisan. Il est vrai, on se demande, il est toujours appliqué. Remettre en cause le système partisan et réfléchir autrement par rapport au paradigme politique que nous voulons pour le pays. C'est cela. Merci à vous. Oui, Martial Satignon, vous avez écouté vos confrères. Pour moi, je pense que le Parti Les Démocrates aujourd'hui, c'est une opposition putative, c'est-à-dire qu'elle se dit opposition, mais réellement, de façon légale, ce n'est plus le parti de l'opposition. D'ailleurs, aucun parti n'a d'élu. Donc, légalement, aucun parti ne peut se taguer de dire, voilà, je suis opposition, je suis l'opposition, j'incarne l'opposition, je suis opposant dans tel
telle institution de la République. Je suis au Parlement, je suis dans le camp de l'opposition. Il n'y a plus ça. Aujourd'hui, le Parti Les Démocrates, je pense, est en train de s'étioler, est en train de perdre son âme, comme l'a dit tout à l'heure Florent. Perdre son âme parce que Rachidi Badamassi, il avait prédit il y a quelques années, quand le président Bouniaï avait pris les rênes du parti, Rachid Badamassi avait dit, je vais essayer de le paraphraser, il avait fait comprendre que, eh bien, le fait que Bouniaï prenne les rênes de ce parti, c'est comme une aubaine pour la mouvance. C'est comme si le président Bouniaï va servir la victoire sur un plateau d'or à la mouvance. Et apparemment, c'est ce qui est arrivé parce que la mouvance a essayé de leur mettre les bâtons dans les roues et l'a fait d'une manière qu'on doit applaudir, l'a fait de la meilleure des manières possibles parce qu'il y a eu des défections dans leur rang. Pour ceux qui est de l'élection présidentielle n'ont pas pu participer à l'élection présidentielle. Ce qui est des législatives, il y a cette barre fatidique des 20% qui n'ont pas pu franchir. Et même s'il y avait eu accord avec notre parti, ils n'auraient pas pu avoir d'élus parce qu'ils n'ont pas eu, dans toutes les circonscriptions, les 10% qu'il fallait quand, et en cas d'accord, ils n'ont pas eu les 10% partout. Donc ça voudrait dire que même s'il y avait eu accord, il n'y aurait pas de parti démocrate au niveau de l'Assemblée. Donc c'est un échec cuisant et il va falloir s'asseoir et réfléchir si, c'est-à-dire si pour les prochaines élections législatives ou communales qui sont dans 7 ans, on veut réellement avoir un parti, les démocrates, aux élections. Maintenant, si je dois faire une autopsie de cet échec, je dirais qu'en réalité, quand on va à une élection et qu'on a en face de soi un parti qui déploie une Amada, qui déploie un Arsenal, c'est pas, je ne parle pas d'Arsenal Football Club qui ne gagne rien, je parle d'Arsenal dans son vrai sens. Donc quand on déploie, quand on a en face un parti qui déploie un national, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi essayer d'utiliser les mêmes armes. Quand quelqu'un vient avec une AKM, essaie de te munir aussi d'une AKM pour que le combat soit équitable, pour que tout se joue à la loyale. Le parti aurait pu accepter un certain nombre de choses, un certain nombre de consensus, de faire consensus, et on aurait aujourd'hui à l'Assemblée le parti Les Démocrates. Regardez un peu ce qui s'est passé au lendemain des élections européennes quand le Front National avait gagné les élections et Emmanuel Macron avait dissous l'Assemblée. Au second tour, le Front National était donné gagnant et tout le monde savait que Badela devait prendre, et Matignon devait siéger à Matignon, devait prendre la primature en France. Mais qu'est-ce qui a été fait? Le nouveau Front populaire qui a été créé après l'échec de la NUPES par Jean-Luc Mélenchon et certains élus de la gauche a dû faire alliance avec le parti d'Emmanuel Macron pour les triangulaires, pour le second tour des législatives. Ils ont essayé de s'entendre pour que dans les circonscriptions où il y a un candidat de Macron, il y a un candidat du nouveau Front populaire, eh bien, si les deux sont bien positionnés, quelqu'un doit désister pour permettre à l'autre de gagner. Et au soir des élections, ils ont battu le Front National, le nouveau Front populaire est arrivé premier. Mais qu'est-ce que Macron a fait? Macron a refusé de nommer le candidat du nouveau Front populaire au poste de Premier ministre. Ça veut dire que vous pouvez user des moyens pour accepter un deal et après les élections, tourner votre veste. Il y a une dit comme ça se fait. Oui, voilà, comme ça se fait. Donc, la politique politicienne. Accepter, jouer le jeu et après les élections, retourner sa veste. Mais Yabouni a voulu, de droit, a voulu écouter ce qui se dit, ça et là sur les réseaux sociaux. Ceux qui disent, eh bien, ou qui écrivent, moi, même si je ne prends rien des démocrates, je vais voter pour eux. Il y a ça qui a circulé sur les réseaux sociaux, il y en a qui l'ont dit, et ils ont cru que le peuple est avec eux, alors que les élections législatives, c'est-à-dire c'est une sorte d'élection de proximité. Les candidats sont connus. Donc les partis comme le BR et l'UPR ont déployé dans leurs différentes régions
les poids lourds de la politique pour réellement barrer la route aux démocrates qui n'ont réellement pas pu positionner de réels leaders qui puissent rassembler. Et on l'a observé lors des campagnes électorales. On a vu que la campagne que les démocrates ont eu à faire, c'était une campagne piteuse. Ils n'ont réellement pas battu campagne. Merci on a expliqué, ils ont dit non, qu'ils ont fait du porte-à-porte, qu'ils sont allés dans les marchés, mais ce n'est pas ça. Faites réellement campagne, qu'on puisse sentir que vous êtes réellement là. C'est ça qui m'a un peu choqué. Et je pense qu'aujourd'hui, la mouvance va débaucher les leaders qui sont encore dans ce parti. Et ça a déjà commencé depuis même avant les élections et ça va continuer. Et je crains pour l'existence de ce parti parce que la trêve électorale qui s'impose, va aussi également peser sur ce parti qui ne pourrait pas prendre la place dans les prochaines années dans l'espace médiatique. Merci à vous. Alors, Modeste Dossou, avec l'absence de députés, l'absence de maire, quelle est la marge de manœuvre alors pour ce parti à l'approche de la présidentielle? Le parti n'a aucune marge de manœuvre. Elle va s'asseoir, regarder à la télé comment ça va se passer et tout. À moins qu'elle décide d'aider l'autre parti d'opposition qui est positionné pour la présidentielle, c'est-à-dire FCBE, à engranger plus d'électeurs. C'est-à-dire que le parti Les Démocrates décide aujourd'hui de soutenir FCBE, et ce qui n'est pas exclu. Donc je crois que même c'est dans cette logique que les partis de la coalition de la mouvance qui soutient Romia Douadaï continuent de travailler comme si de rien n'était, comme si en face il y avait un adversaire coriace. Je pense que c'est dans cette logique. En pensant au fait qu'il pourrait y avoir cette alliance-là. Après, écoutez, le parti Les Démocrates, à la base, c'était un parti qui était parti pour devenir, bon, désolé pour la tautologie, mais c'était parti pour devenir un parti d'opposition fort, un parti avec une idéologie précise. Mais après la prise de pouvoir de Boni Yahi, Les Démocrates est devenu un parti de dénonciation, un parti qui fait de la critique pour critiquer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'esprit, ils ne font pas dans l'esprit critique, mais ils font plutôt dans l'esprit de critique. Et c'est ça qui a tué le parti Les Démocrates, parce qu'il n'y avait pas une idéologie derrière. Il n'y avait pas une base solide sur laquelle se tenir. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour ce parti de se réinventer, de mettre en place une base solide pour savoir pourquoi est-ce que nous nous opposons. Parce que jusque-là, on ne sait pas pourquoi est-ce que Les Démocrates est un parti qui s'oppose. À quoi est-ce que ce parti s'oppose? On va dire à la manière de Jérémy. À quoi exactement vous vous opposez? C'est à ça qu'il faut répondre avant de remettre en place ce parti-là. Là, on a vu Boni Yahi, Patrice Talon, c'est deux personnes qui ne s'entendent pas. Et puis, il y a eu en amont une guerre de personnalité au lieu de guerre d'idéologie. Et c'est ça qui a tué complètement le parti Les Démocrates. S'il y avait une idéologie derrière, je pense que ce parti allait... Regardez la réaction de Guy Mitop dimanche dernier où il a félicité. C'est nouveau, je mets l'accent sur ça parce que c'est nouveau. Il a félicité les nouveaux députés. Et en temps normal, le parti Les Démocrates ne félicite jamais, n'est jamais content de ce qui est fait par les gens de la mouvance. Ils trouvent toujours quelque chose à critiquer. Donc je pense que c'est déjà bien, c'était un bon signe. On peut dire, bon, écoutez, comme Boni Yahi est en pleine retraite, trouver le moyen de mettre quelqu'un à la tête du parti qui pourra faire passer une idéologie précise, qui pourra ramener des bases solides à ce parti. Mais en attendant, il n'a aucune marge de manœuvre pour la présidentielle. Enfin, je pense, s'il ne s'associe pas aux FCBE qui sont là, qui cherchent des partenaires, qui cherchent des gens qui vont s'associer à eux pour gagner l'élection, parce que le FCBE ne veut pas faire figuration. Même si on pense ça, ils veulent gagner aussi. Ils sont candidats pour gagner. Donc, si les démocrates n'acceptent pas soutenir un des partis qui va à cette élection, bah, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Ils vont regarder à la télé, dans leur canapé, et puis sourire ou pleurer.
Florent Russinon, si vous êtes d'accord ici que les démocrates n'ont plus de marge de manœuvre, il y a quand même la question de la trêve politique que soulignait tantôt Martial Sati. Vous pensez que ça peut jouer en quelque sorte actuellement dans le corps? On a l'impression que les démocrates, ou certains responsables du parti, les démocrates, prennent la trêve avant la trêve. Parce que, mais ils dénonçaient, ils réclamaient la libération des détenus politiques. Ils réclamaient Parce qu'il faut déjà savoir s'il y a non, des mais détenus politiques. j'emprunte le terme. Moi, je trouve que cette expression... Non, j'emprunte leur thème. Non, écoutez, ça ne vient pas de moi. J'emprunte leur thème. Exactement, j'emprunte leur thème. D'accord? Et dans les revendications, ils disent qu'ils veulent la libération des détenus politiques. Ils disent qu'ils veulent le retour des Béninois qui sont à l'étranger, qui se considèrent comme des exilés politiques. Mais vous n'avez pas bien de cause par rapport à cette revendication. Vous continuez la lutte. La lutte. Après la présidentielle, le parti doit pouvoir continuer d'exister, pouvoir continuer d'apporter sa contribution à l'édifice démocratique du Bénin. Vous voyez, la trêve politique n'exclut pas où, c'est vrai, on a dit qu'il y a trêve politique, il n'y aura pas de... Et c'est géré par un certain système, mais après la trêve politique, nous allons reprendre les activités politiques. Alors, lorsque nous reprenons ces activités politiques-là, c'est maintenant que ces partis-là viendront nous dire, bon, maintenant le parti est rené. Non, il faudrait en réalité, je pense qu'il faudrait en réalité continuer la lutte. Continuer la lutte en suivant strictement et rigoureusement ce pourquoi le parti est né. Le parti qui est un parti quand la scission est intervenue avec la FCB en 2020, d'accord? Mais lorsque le président Boni était parti rencontrer le président Patrice Talon, il a même demandé pardon au président Patrice Talon pour qu'il puisse lâcher du lest par rapport à cette situation. Requiem Madougou, Joël Aïvoire et autres. Et on voit que, bon, on n'a pas gain de cause. Il faut continuer la lutte. Il faut continuer la lutte de façon honnête. De façon honnête et je dis, et ne pas prêter le flanc à ceux qui disent ou à ceux qui ont décidé depuis quelques années de ne plus faire de l'opposition. Je parle de, vous connaissez, du président de l'ancien PRD ou du PRD qui a dit, bon, lui, il ne fera plus jamais. Oui, qui ne fera plus jamais de l'opposition. Donc, il a fait une option. Et je voudrais croire que les membres du Parti Les Démocrates ne sont pas en train de faire cette option-là. Ce serait vraiment dommageable pour notre démocratie. Rapidement, je pense que ce que vous dites, si c'est sur ça que table, si c'est sur ça qu'existe le Parti Les Démocrates, c'est grave. Parce que après, si entre-temps, le président accepte de libérer ces détenus qu'ils disent politiques et que les exilés, ceux qui sont partis de leur propre chef ou pas, rentrent, le parti va disparaître. Non, si ce n'est que ça. C'est pour ça que je parle d'une idéologie précise. Parce que le parti était né avant même qu'il y ait ces personnalités-là, que ces personnalités-là aillent en prison. Donc, il faut que la base même de la naissance de notre parti revienne. Parce qu'après, c'est devenu un parti de dénonciation, de parti d'opportunistes. Parce qu'à chaque fois, quand il y a quelque chose qui ne va pas, des manifestations et tout, ils prennent cette opportunité-là et puis ils y vont. Merci à vous. Alors, nous allons passer à la dernière phase de cette émission. Dans la capitale administrative, la majorité municipale vient de basculer en faveur de l'UPR, de l'UP Le Renouveau au détriment du bloc républicain. Donc, Porte Nouveau illustre parfaitement ce quasi-duopole qui régit désormais nos mairies. Oui, je reviens à vous, Florent Russinon, une gestion à deux têtes de la mouvance, mais avec un leader qui prend désormais l'ascendant. Non, vous savez, c'est une polémique de façade. Il suffit seulement que le président, des présidents de ces deux partis là prennent la décision et tout le monde se range. Ici, ça doit aller loin. Ils savent comment ils règlent les problèmes. Lorsque la main vient du haut lieu, tout le monde se met dans le rang. Et je crois que, vous savez, c'est un truc que ça va vite passer et Porte-Nouveau va continuer la belle vie, je pense. Oui, Martial Satillon. Alors, le PRD est rentré dans les rangs depuis, on sait que depuis 2 décennies ou voire plus, c'est le PRD qui dame le pignon à tous les partis politiques dans cette région du parti. Ici, ce n'est là-bas, et je dirais le problème
si vous voulez, l'écueil des 10%. Lors des dernières élections, le PRD aurait dû gérer la mairie de Porte-Novo. Donc, je pense quand même que le fait que le PRD puisse déjà entrer dans les rangs et fait partie de l'Union progressiste, ça montre réellement que le PRD a contribué également à ce succès, a contribué au fait que l'UPR puisse dominer largement les débats à Porte-Novo. Maintenant, le problème qui peut se poser, c'est cette question d'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, comment est-ce que les choses vont se faire? Vous l'avez dit, il y aura une sorte de monopole, les choses vont se faire. Qui est-ce qui va contrôler quoi, même s'il y aura des commissions, même s'il y aura des gens qui vont prendre part aux différentes commissions, qui seront là comme une sorte de contrôle. Est-ce que on va réellement encore assister au fait que dans un passé récent, il y en a qui dénoncent, qui poussent même jusqu'à la démission du maire, à son remplacement, qui poussent à l'élection d'un nouveau maire? Est-ce qu'on va assister encore à ce phénomène-ci, tant est que c'est désormais uniquement deux partis qui seront à la mairie, désormais dans nos 77 mairies. On attend de voir réellement comment est-ce que les choses vont se faire, comment est-ce que ces deux partis vont gérer avant de réellement se prononcer, avant de réellement savoir ce qui sera fait, comment est-ce que les choses vont se faire, parce qu'ils vont se partager les postes. La loi est faite de telle sorte que les postes puissent partager, que la minorité ait au moins un poste au niveau du trio qui va diriger la mairie. Donc ça prouve que, eh bien, s'il y a un camp qui n'est pas d'accord, comme l'a dit tout à l'heure Florent, il y aura l'ordre qui peut venir de là-haut pour qu'on puisse essayer de regarder dedans pour que les choses puissent marcher. Donc, on attend de voir réellement ce qui va se faire, comment est-ce que les choses vont se gérer, comment est-ce que les choses seront mises à l'œuvre avec la nouvelle réglementation, avec le nouveau code, pour qu'on puisse savoir si il y aura réellement de dénonciation, si réellement le parti minoritaire va se comporter en griffe en tant que parti minoritaire, en tant que parti qui joue le rôle de l'opposition. Merci à vous, Modeste Dessous. Oui, moi, sur ce point, je vois deux aspects. Le premier aspect, c'est clair. Les partis eux-mêmes ont décidé de comment les différentes municipalités, le maire et autres, tout ça, les partis eux-mêmes ont décidé. Et puis, on a vu, c'est pratiquement la même décision. Celui qui vient en tête, en termes de conseiller, prend la mairie. Et là, c'est l'UPR. Donc, l'UPR a le maire. Il n'y a pas de problème là. Après, les arrondissements, je crois que l'UP a une grande majorité aussi au niveau de 2 ou 3 conseillers de plus, au niveau du conseil municipal. Donc, je pense que ça, il n'y a rien à dire là. L'UPR, la mairie de Porte-Novo est UPR. Le deuxième aspect, c'est comment on dit, la sagesse, la dynamique de groupe qu'on observe depuis un moment au niveau des deux partis. C'est-à-dire que des partis et de la mouvance, de ces deux partis de la mouvance, il y a une dynamique de groupe qu'on voit et qu'il y a une responsabilité qui est en train d'être organisée, maintenue. C'est-à-dire que les députés, enfin je dis les députés, les conseillers municipaux qui vont siéger, vont respecter scrupuleusement les directives de leur parti. Donc jusque-là, la gestion de la mairie de Porte-Novo, même si du côté des élus BR, ils vont peut-être être un peu frustrés par moment et tout, même s'il y a motion de défiance ou une demande de destitution du maire, je ne pense pas que les élus UPR majoritaires voteront pour cela, parce qu'il y a une certaine dynamique de groupe qu'on a observé depuis un moment. Donc, je crois que ça va, la gestion sera faite de manière normale, un peu comme dans les autres villes du pays. Donc, il n'y aura pas de problème. Je ne trouve pas, en tout cas, jusque-là, pas de problème à cela. Et puis, le BR, l'UPR, c'est... Vous pensez que ce basculement est une sorte de sanction pour la gestion passée du BR ?
Je ne dirais pas que c'est une sanction. Je ne dirais pas que c'est une sanction. Je dirais juste que dans le temps, le BR et l'UP n'avaient pas en son sein le PRD. Et maintenant, le PRD a fusionné avec l'UP et les militants, les mandants, tout ce qu'on veut du PRD se sont ajoutés aux militants de l'UPR. Maintenant, c'est vrai, la gestion passée de Porte-Novo laissait à désirer, même si on ne sait pas d'où vient effectivement le problème, on ne peut pas dire qu'il y avait une gestion exceptionnelle, optimale, comme dans certaines autres communes. Et donc cela pourrait aussi frustrer les militants qui ont voté pour l'UPR pour dire, bon, écoutez, si ça ne marche pas, ça va. Il y a deux options. Si ça ne marche pas, ça va marcher. Et puis, ils sont allés. Bon, après, il y a certains militants aussi du BR qui, entre-temps, ont joué les transfuges et puis, voilà, quoi. Donc, je pense que je ne parlerai pas de sanctions. Je dirais, c'est un choix. C'est une option que les militants ont pris pour voir ce qui va marcher. Merci à vous, chers invités, chers téléspectateurs. Un bulletin simplifié, une opposition en quête de repères et des mairies qui se réorganisent. C'est la fin de cette manche de dimanche. C'est politique. Je remercie nos invités Modeste Dossou, du média en ligne B24 News, Martial Satignon, journaliste de Radio Univers, et Florent Rossinon de la Croix du Bénin. Surtout merci à vous, chers téléspectateurs, et surtout restez connectés.